Nous avons atteint le palier de 10% concernant notre projet. Il nous reste à peu près 90% pour le boucler ici. Et voilà, je remercie tous ceux qui pensent à nous rejoindre dans les semaines à venir. Permettez-nous de gagner du temps. Je rappelle ici que le projet est essentiellement financé par la bibliothèque de Prompt. Toutes les informations sont en description de la vidéo. On va encore en reparler tantôt tout à l'heure. Aujourd'hui, on va parler d'Alphabet. Quand Alphabet annonce qu'elle va lever 80 milliards de dollars en émettant ses propres actions, il y a deux façons de lire cette information. Et elle n'est pas la même, et elle ne mène pas à la même conclusion. D'accord? Parce que ici, vous allez vous rendre compte que, dépendamment de la question que vous allez vous poser, vous allez avoir tendance à avoir des conclusions différentes. Quand bien même on parle ici d'augmentation du capital, en fait, ça ne mène toutes ces les deux façons de voir cette chose-là ne mènent pas à la même conclusion. Et donc les conclusions sont généralement exactement opposées. C'est ce que je voulais tantôt mentionner et je le dis, je vais préciser pourquoi. Donc, la première façon de voir la chose ici est celle la première réaction est celle que font la plupart des investisseurs, à savoir émission d'actions dilue les actionnaires existants, c'est un signal négatif, le cours baisse, on passe à autre chose. Cette lecture est rapide, intuitive et aveugle à ce qui se passe réellement. Donc, elle ne répond pas réellement à la question parce que le but n'est pas juste de savoir, de constater qu'on a émis des actions, c'est le pourquoi derrière qui nous intéresse. Et le pourquoi dans le sens où est-ce qu'il n'y avait pas d'autre alternative, c'est pour faire quoi, ce genre de choses-là. Donc, prenons deux entreprises par exemple. La première perd de l'argent, sa trésorerie s'épuise, ses banques resserrent les conditions de crédit, elle émet des actions pour survivre. Ça, c'est la première entreprise. La deuxième génère 174 milliards de dollars de cash flow opérationnel sur les 12 derniers mois. A déjà levé 85 milliards de dettes sur 12 mois dans 6 marchés différents, donc que ce soit en dollars, que ce soit en francs suisses, que ce soit en euros, que ce soit en yens. Elle a fait sur 6 marchés différents et affiche un carnet de commandes au niveau du cloud qui a presque doublé en un seul trimestre pour atteindre 462 milliards de dollars. Ces deux entreprises font exactement le même geste, à savoir lever du capital par l'émission de nouvelles actions. La deuxième entreprise s'appelle Alphabet. Alphabet, c'est 3 activités imbriquées ici qui s'appuient toutes sur la même infrastructure physique. Google Search monétise l'intention d'achat en temps réel. Chaque requête est une enchère publicitaire et des milliards de requêtes partent chaque jour. YouTube dépasse maintenant 60 milliards de revenus annuels entre publicité et abonnements et Google Cloud fournit aux entreprises de la puissance de calcul et des outils d'intelligence artificielle. Un segment qui a cru de près de 63% en un an pour atteindre 20 milliards de revenus trimestriels. Donc on s'en va ici sur, voilà, si on fait 4 trimestres, au moins une 80 milliards ici en termes de revenus annuels, au moins, au minimum, juste sur ce segment-là. Donc ces 3 activités partagent une contrainte que les résultats du premier trimestre 2026 ont rendu explicite. Alphabet n'a pas assez de capacité de calcul pour répondre à toute la demande. Donc, Sundar Pichai, le CEO, l'a dit sans détour lors du dernier conf call. Les revenus auraient été plus élevés si la société avait pu fournir davantage de puissance à ses clients. Donc, ce n'est pas une faiblesse opérationnelle, c'est une limite de capacité dans un marché en accélération. Et donc, c'est ce contexte qui donne son sens au programme d'investissement de près de 180 à 190 milliards de dollars annoncé pour 2026, en hausse par rapport à l'estimation initiale avec la précision du CFO que 2027 connaîtra une augmentation supplémentaire significative. Je pense que Google, en termes de dépenses en capex, en capital, va dépasser largement les 200 milliards. C'est tout bien pour Nvidia et tout le reste, ceux qui participent à l'infrastructure. Encore des bonnes nouvelles. OK? Donc, ne soyez pas étonnés quand ça va augmenter, etc. C'est normal, c'est déjà visible en date d'aujourd'hui. Alphabet génère à peu près 174 milliards de cash flow opérationnel sur les 12 derniers mois. Donc, avant qu'on enlève le CAPEX pour qu'il reste à peu près le free cash flow. Et je parle de CAPEX de maintenance. Et là, c'est important. Parce que, posez-vous la question, si on dépense 180 à 190 milliards en date d'aujourd'hui, est-ce que c'est du CAPEX de maintenance ou bien de croissance? Quelle est la part de croissance? Quelle est la part de maintenance? Allez-y vérifier. C'est important. Donc, elle prévoit de dépenser 180 à 190 milliards en investissement juste pour l'année 2026. Pour la première fois, le rythme d'investissement dépasse à la marge la capacité de génération de cash interne.
On a généré 174 milliards sur les 12 derniers mois. On prévoit dépenser à peu près 190 milliards maximum pour le moment en 2026. Et donc, il y a de grandes chances ici que le cash flow opérationnel attendu en 2026 ne couvre pas la dépense en CAPEX. Et donc, on va devoir soit émettre de la dette, soit lever des nouvelles actions ici. Et donc, je pense que le signal, vous l'avez en date d'aujourd'hui. Elle a donc 3 leviers. Ralentir les investissements, ce qu'elle refuse clairement de faire, ce n'est même pas une option. Lever davantage de dettes, ce qu'elle a déjà fait massivement, après le 85 milliards précédemment, ou émettre des actions, ce qu'elle fait présentement. Donc, elle choisit les 2 derniers simultanément dans ce qu'elle appelle elle-même une approche équilibrée. Ce n'est pas le signal d'une entreprise fragilisée, c'est le signal d'une entreprise dont le rythme d'ambition dépasse à la marge, et quand je dis à la marge, très peu ici, sa capacité de financement interne. Donc, elle alloue la majeure partie de ce qu'elle génère ici en cash flow au niveau de son CAPEX de croissance. OK? Et donc, actuellement, elle a besoin de plus. Quitte à attendre l'année prochaine où elle va générer plus de cash flow, elle préfère investir plus en date d'aujourd'hui. Donc, prend un tout petit peu de dette et met de nouvelles actions. Et par rapport à ce qu'elle va faire avec ce cash-là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça a du sens ou pas? Donc, sur les 80 milliards d'émissions planifiées, et je rappelle ici qu'en réalité, ça sera plutôt 85 milliards. Sur les dernières heures ici, Sundar Pichai a mentionné que en fait, ils voulaient 80 milliards, mais le marché leur en a proposé plus. Donc, ils ont levé 5 milliards supplémentaires. Mais ici, je veux parler de 80 milliards. De toutes les façons, ce n'est pas le chiffre qui m'intéresse ici, c'est ce qu'on va faire avec. Donc, 80 milliards d'émissions planifiées, 15 milliards ici prennent la forme d'actions préférentielles convertibles obligatoires. Ces instruments versent un dividende fixe pendant 3 ans avant de se convertir ici en actions ordinaires selon une formule prédéfinie. Vous allez généralement voir ici qu'au Nasdaq, ces actions préférentielles seront cotées sous le ticker symbole GOOGM et sur le ticker symbole GOOGN. N comme Nathalie pour le second, M comme maman pour le premier. Donc, ils sont structurellement moins dilutifs que l'émission directe d'action ordinaire. Donc, techniquement, en fait, ça ne sera pas dilutif en date d'aujourd'hui, mais plutôt dans le futur. Mais globalement, c'est presque de 2% ici de dilution si on prend la valeur, la capitalisation boursière actuelle. Et on va revenir par rapport à l'émission de nouvelles actions, par rapport au prix, qu'est-ce que ça veut dire, etc. OK? Donc, leur choix montre que la direction ne renonce pas à la question de la dilution. Elle tente de l'étaler et de l'optimiser. Prenons maintenant le second signe ici, le fait que Greg Abel apporte à peu près une réponse à une réponse de près de 10 milliards de dollars par rapport à cette émission d'actions. Et quand je dis réponse ici, c'est que Greg Abel étant le CEO de Berkshire Hathaway qui a quand même dans le domaine ici, quand vous avez Berkshire Hathaway en tant qu'investisseur, ça montre à peu près que l'entreprise, enfin, ça pourrait, comment on dit ça? Ça pèse énormément au niveau du narratif parce que ces gens-là n'investissent pas si l'entreprise n'a pas d'avantage concurrentiel. Ils n'investissent pas sur des business qui vont avoir tendance à faire faillite demain ou ce genre de choses-là. Donc, essentiellement, s'ils décident de mettre de l'argent quelque part, c'est parce qu'ils pensent qu'il y a une opportunité. Et là, on parle de 10 milliards de dollars en termes bruts. Ce n'est pas en termes de nombre d'actions ici. Et ce n'est pas la première fois que Berkshire Hathaway achète du Alphabet en date d'aujourd'hui. Donc, Abel, nouveau CEO, a pris la direction de Berkshire Hathaway le 1er janvier 2026, succédant à Warren Buffett. Donc, au 31 mars, Berkshire Hathaway disposait de 397 milliards de dollars de trésorerie. Donc, Abel avait déjà triplé la position de Berkshire Hathaway dans Apple au premier trimestre, passant de 17,8 millions d'actions à près de 58 millions. Donc, techniquement, il est très optimiste sur ce dossier. Il me semble que Alphabet ici, c'est peut-être la troisième position du portfolio d'investissement. Faites attention. Et je rappelle ici que Berkshire Hathaway n'est pas un fonds. D'accord? C'est un conglomérat centré sur les services d'assurance. OK? Donc, il ne gère l'argent de personne. Il gère l'argent uniquement provenant des différentes entités de Berkshire Hathaway, que ce soit Geico, que ce soit Clayton Homes, que ce soit ici la Burlington Northern Santa Fe, donc la compagnie ici de chemin de fer, etc. Donc, il gère cet argent-là. Donc, quand vous parlez de portfolio d'investissement, ce n'est qu'un portfolio. Ce n'est qu'une partie des activités de Berkshire Hathaway. Donc, ils ont 397 milliards de trésorerie en date d'aujourd'hui. Donc, ils choisissent d'investir à peu près 10 milliards au prix actuel. Ils avaient déjà à peu près une cinquantaine de milliards d'actions, à peu près 58 millions d'actions précédemment. Globalement, ici, ils ont plus de, je pense qu'ils sont à près de 30 milliards, entre 20 et 30 milliards d'investissements sur Berkshire Hathaway. Ça veut dire que ça pèse énormément. Ça veut dire que c'est une grosse
conviction. Bon, avant de continuer, vous savez que je suis très investi sur Alphabet ici, donc dites-vous que j'aurais peut-être un raisonnement biaisé par rapport à la situation actuelle, que je considère d'ailleurs comme étant juste du bruit, en réalité. On ne devrait même pas commenter ce genre de choses. Mais bon, j'utilise cette vidéo ici essentiellement pour mettre à jour notre évaluation par rapport à Alphabet. Ça me permet également de parler d'un concept en particulier et on va y arriver. D'accord? Donc, il vient d'accepter d'en acheter pour 10 milliards supplémentaires en termes brut ici dans un placement privé. Donc, il a reçu à peu près un prix de 351,81 $ pour la classe A, donc ceux qui ont le droit de voter, et 348,20 $ ici, l'action pour la classe C, soit une décote d'environ 7,5% sur le cours de clôture lundi. OK? Donc, Berkshire décide d'investir participer ici à la levée de fonds d'Alphabet et on lui propose une décote. Ça veut dire une chose. C'est Alphabet qui voulait absolument avoir du Berkshire. Parce que le Berkshire, cette entreprise a un certain aura. Donc, il y a souvent une prime Berkshire qu'on paye généralement quand ils sont investis chez vous. Ça veut dire que, bon, vu la performance, etc., je sais, donc on va me dire ici que oui, mais Warren Buffett ne bat pas le marché. Vous parlez de quoi? La partie investissement ou bien l'action Berkshire? C'est deux concepts différents. C'est deux choses différentes. Donc, il faut souvent faire attention quand vous comparez les éléments ici. Et bref, je reviens ici. Donc, ils ont obtenu une décote de 7,5%. OK? Vous ne pouvez pas obtenir cette décote-là. Vous allez acheter au prix du marché. Mais eux, vu qu'ils étaient ils s'appellent Berkshire, ils ont dit, OK, on est prêt à mettre 10 milliards cash maintenant, mais on veut de bonnes conditions. OK? Donc, sur une entreprise à 4 000 milliards de capitalisation boursière avec des actions, avec des actions les plus liquides du marché, parce que le volume d'échange sur Alphabet est très élevé ici. D'accord? Vous aurez très peu de mal de revendre ici 1 million d'actions d'Alphabet. En termes de dollars, ça va aller très rapidement parce que la liquidité est là. Donc, la décote de 7,5% est littéralement généreuse. Donc, elle signale qu'Alphabet tenait, et je répète bien, ça c'est ma lecture des choses, ok? Alphabet tenait à avoir du Berkshire Hathaway à son capital comme actionnaire de référence. Et pour Abel, 387 milliards à déployer et 16 positions liquidées dans le même trimestre, ce placement représente un choix. Un choix, pourquoi? Parce que c'est un capital qu'il aurait pu affecter à n'importe quoi d'autre. Et il a choisi d'investir sur Alphabet. Ce qui rend l'ensemble encore plus saisissant, c'est l'amplitude du retournement. Parce qu'en 2024, le retournement ici d'Alphabet, parce qu'en 2024, Alphabet a racheté pour près de 62 milliards ici de ses propres actions. 2024. Sur les 9 premiers mois de l'année 2025, elle a racheté pour près de 46 milliards supplémentaires. Au premier trimestre 2026, zéro rachat. Et maintenant, il décide de lever près de 80 milliards. Il décide ici de diluer les actionnaires à hauteur de 80 milliards ici. Donc, émettre des actions pour un montant global ici de près de 80 milliards. Ce sera plutôt 85, comme je l'ai dit tantôt. Donc, en quelques trimestres, l'une des plus grandes machines à racheter ses propres actions de la planète est devenue l'un des plus grands émetteurs d'actions de l'année. Un investisseur qui se réjouissait des rachats d'actions en 2024 et qui craint aujourd'hui la dilution de 2026 tire des conclusions opposées à deux moments différents et se trompe à chaque fois pour la même chose. Je m'explique. Quand une entreprise s'introduit en bourse, deux raisons. Premièrement, pour rendre ses actions liquides ici, la valorisation liquide, etc. Mais également pour se financer. Quand une entreprise décide de racheter ses actions ici, elle veut dire une chose au marché. Elle dit ici que nous pensons que nos actions sont sous-évaluées. Et donc, nous préférons les racheter ici parce que le cash sera, notre cash va avoir tendance à être investi à un rendement plus élevé que ce que nous, on aurait pu faire en faisant des investissements en interne ou bien en rachetant d'autres entités. C'est ce que ça veut dire. Et donc, quand ils décident donc d'émettre de nouvelles actions ici, peut-être que ça veut dire qu'ils considèrent que l'action est surévaluée. On aura discuté de ça par rapport à quand on parlera d'évaluation ici. Mais dites-vous qu'avant tout, quand une entreprise décide d'émettre de nouvelles actions, une entreprise décide de se faire coter en bourse, c'est pour se financer. Donc le fait d'émettre de nouvelles actions, ça dépend, ce n'est pas ça le problème. C'est surtout, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Et si ça a du sens, je l'ai un tout petit peu expliqué plus haut, la demande est trop élevée.
On finance tout ici avec les cash flows. On pourrait s'endetter, mais il faut également qu'on gère. C'est vraiment en dernier recours. Et on prévoit le faire ici. Si on décide de mettre de nouvelles actions en date d'aujourd'hui, le prix de l'action actuelle, est-ce que c'est à des niveaux plus intéressants, enfin, très élevés par rapport à ce qu'on avait précédemment? Parce que parfois, c'est justifié de faire le rachat d'actions. Et je vous ai mis ce tableau ici, et je préfère regarder Alphabet en termes de cash flow. Je ne paye pas plus de 15 fois les cash flows. Je parle des cash flows. OK? Dites-vous ici que pendant tout le rachat d'actions, cette période-ci, on s'est changé à moins de 15 fois les cash flows de l'année en cours. À moins de 15 fois les cash flows de l'année suivante. En date d'aujourd'hui, quand on décide d'émettre de nouvelles actions, on s'échange à combien? On s'échange à peine au niveau des cash flows de 2028. 15 fois les cash flows de 2028. C'est un business assez prévisible. Donc techniquement, pour moi, je pense que c'est un bon prix d'émission d'actions. OK? Si on regarde sur le court terme, c'est un bon prix d'émission d'actions. Ce n'est pas un problème. Parce qu'il faut également regarder une chose. Ils auraient pu augmenter la dette parce que si vous regardez la valeur, l'EBITDA, la dette nette sur EBITDA ici, vous allez vous rendre compte que c'est une compagnie. En fait, si on prend juste l'EBITDA et qu'on multiplie par 5, disons qu'elle a une dette nette sur EBITDA inférieure à 5 ici, inférieure ou égale à 5, elle peut lever près de 800 milliards. Qui peuvent être couverts ici à hauteur de 5 fois l'EBITDA. Grand max. Si on prend les free cash flow, elle peut générer plus d'une centaine de milliards de free cash flow ici par an. Donc techniquement, si on utilise ici le 10 fois les free cash flow ici, on se rend compte que c'est une entreprise qui peut lever littéralement 1 trillion. Ils peuvent le faire, mais pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Peut-être que c'est parce que c'est en dernier recours. OK? On ne veut pas également... On a peut-être des covenants ici à respecter. Et donc, pour ne pas être... Ils ont peut-être l'obligation de ne pas avoir un certain niveau d'endettement ici, etc., pour respecter leurs covenants. Il y a plein de raisons derrière. Donc, on choisit des mecs de nouvelles actions. Ce n'est pas forcément mauvais, surtout si on va utiliser cet argent-là pour investir dans un segment d'activité où la demande est plus élevée que l'offre en date d'aujourd'hui. Et je rappelle que ce sont des usines ici qu'on est en train de construire. Moi, j'appelle ça des usines. Donc, les coûts de production, ce sont les éléments les plus importants. Pas les coûts de construction, les coûts de production. L'IA, à la fin de la journée, pour que ce soit les data centers, etc., ils construisent avant tout, pour Alphabet, parce qu'ils utilisent également eux-mêmes énormément de puissance de calcul. Donc, dites-vous qu'il y a de fortes chances qu'il y ait toujours un client, globalement, et le premier client s'appelle d'abord Alphabet. C'est un peu comme AWS, c'est d'abord avant tout pour Amazon. Donc, c'est le fait ici qu'on s'est retrouvé, en attendant que cet espace-là soit utilisé globalement par nous, on pouvait le louer, etc. D'où, voilà, comment ce genre de business-là est né. Mais dites-vous ici que dans la course à l'intelligence artificielle, on ne veut pas c'est pas le modèle le plus intelligent qu'on recherche. OK? C'est celui qui nous coûte le moins cher. Vous avez sans doute entendu parler ici du fait que les entreprises qui ont voulu implémenter l'IA, certaines entreprises se sont retrouvées en train de dépenser en termes de tokens le budget d'une année en quelques mois. Uniquement en surplus IA. Donc, la question coût sera un élément très important, un argument fort demain. Et si vous ne remarquez pas, Alphabet est déjà dans une guerre des prix avec OpenAI, Anthropic et tous ceux qui développent ici des modèles de langage ici de frontières. Ils sont déjà en pleine guerre des prix. Parce que le consommateur final, c'est ce qu'il va regarder. Et ils ont les poches profondes. Ils peuvent faire ça pendant très longtemps. Là où Anthropic pense qu'ils vont gagner de l'argent, peut-être qu'Alphabet pourrait accepter de juste s'autofinancer. Or, est-ce que Anthropic pourrait s'autofinancer? Non, parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà des sous-traitants. Ils doivent faire appel ici au data center de Google ou bien d'Amazon pour faire tourner leur modèle de langage. Et si en plus de cela, Google est nos concurrents, s'il nous fait une concurrence par les prix, ça va être compliqué. Bref, je pense qu'on est rentré dans une guerre ici, littéralement ici. Et pour le moment, Google utilise tous les éléments nécessaires qui sont à sa disposition. Le cash flow opérationnel, émission de nouvelles actions, lever un tout petit peu de dette. Ils choisissent d'investir massivement. Et on vous a dit que 2027, ça sera significativement plus élevé que ce qu'on a eu en 2020, que ce qu'on va avoir en 2026. Significativement. À partir de 190 millions, on peut aller où? Je pense qu'on va littéralement dépasser les 200, les 250 milliards. Et pour ceux qui suivent un tout petit peu, les fondateurs d'Alphabet ont dit qu'ils sont prêts à dépenser le plus possible
pour ne pas être en retard. J'ai partagé un élément ici dans le groupe School où je parlais d'IA, etc. Comme j'ai partagé également des éléments où je parlais de la construction immobilière aux États-Unis, etc. Donc, ça en description de la vidéo par rapport à l'IA. Il y en a d'autres également que je pourrais avoir tendance à partager au courant de la semaine. OK? Donc, je reviens ici sur notre note. Alors, quand vous avez lu qu'Alphabet émettait à peu près 80 milliards de nouvelles actions ici, votre premier réflexe était-il analytique ou réactif? Le mien, il est toujours analytique. En tout cas, il était analytique. C'est le pourquoi qui m'intéressait plutôt que le volume actuel. Je dois également avouer qu'au début, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont émis de nouvelles actions? Pourquoi ne pas juste lever la dette? Ils sont assez solvables pour le faire, comme on le verra tantôt avec les chiffres tout à l'heure. Mais si votre réaction a été plutôt réactive, à vous dire que non, c'est peut-être parce qu'ils pensent que c'est surévalué. Je vous dis déjà que moi, je pense que l'entreprise est correctement évaluée. En dessous des 400 dollars ici, l'action, c'est un prix sur lequel je pourrais continuer à être d'accord sur une entité comme Alphabet. Enfin, on reviendra dessus, on reviendra sur la valorisation tantôt. Donc, avez-vous en tête, par exemple, la structure de génération de cash de l'entreprise, la nature du capital qu'elle déploie, la cohérence entre les sources de financement et l'état réel de son bilan? C'est précisément pour construire ce cadre que le Prompt Premium Top Invest, dénommé Comment cette entreprise utilise-t-elle son capital, existe. Il force à décomposer la destination réelle du capital en distinguant ce qui maintient l'outil existant de ce qui bâtit la croissance future, à évaluer si la structure de financement retenue est cohérente avec la situation financière réelle de l'entreprise et à juger si les décisions d'allocation créent ou détruisent de la valeur sur la durée. Parce que l'erreur ici, dans les deux cas, est la même. Réagir aux gestes, donc l'émission de nouvelles actions, plutôt qu'à la logique économique qui le sous-tend. Et je parle le geste ici. C'est la logique économique qui doit nous intéresser. Et pour moi, cette logique, c'est clairement, ça a du sens. Ça ne me dérange pas. Ça m'aurait dérangé si on avait mis de nouvelles actions ici, par exemple, à un prix de 200 dollars. OK? Ils ont racheté massivement les actions. Premier trimestre, ils se sont rendus compte que, bon, je pense que le prix est un tout petit peu élevé ici. Donc, techniquement, si on rachète des actions au prix actuel, le rendement sur coût n'est pas si élevé que ça. On a au grand max ici, voilà, par rapport si on se base par rapport au free cash flow ici ajusté, on aura plutôt quelque chose aux alentours ici des 4% de rendement par là. Ce qui n'est pas énorme non plus. OK? Alors qu'on a pu acheter des actions aussi avec des rendements supérieurs ici à 7-8% par là. OK? Donc, maintenant, on va passer à la valorisation. Je rappelle encore une fois que je détiens des actions Alphabet, donc mon raisonnement peut être biaisé. D'accord? Donc maintenant, quand on passe au niveau des chiffres, à quoi est-ce que ça ressemble? Pour ceux qui ont lu le livre Engine That Move the Market, que j'ai partagé gratuitement dans le groupe School, vous constatez quoi? Est-ce que je n'ai pas dit que pour le moment, on ne parle pas de bulle IA. La bulle, vous pourrez commencer à en parler quand toutes ces entités-là, les modèles de langage ici qui sont encore privés, vont arriver en bourse, premier élément, et quand le niveau d'endettement uniquement pour la thématique IA va avoir tendance à gonfler, surtout pour les grands donneurs d'ordre. Pour le moment, on n'est même pas encore au niveau de l'augmentation de la dette, etc. Donc, il y a encore assez de marge de manœuvre ici pour qu'on puisse commencer à parler littéralement de bulles. Mais ça ne veut pas dire ici qu'il n'y a pas des micro-bulles dans certains segments. Enfin, quand je dis bulles, il y a des gens qui pensent que certains secteurs d'activité deviennent autre chose en date d'aujourd'hui. Pourtant, la demande est juste phénoménale sur la période actuelle. Mais ça ne va pas être phénoménal de la même manière, avec le même niveau de volume sur les 10-30 prochaines années. OK? Encore une fois, pardon, allez lire ce livre-là. Lisez-le littéralement. Relisez-le. Et voilà, vous allez vous rendre compte que quand une nouvelle technologie arrive, c'est à ça que ça ressemble généralement. Les comportements sont les mêmes. On est toujours dans la surenchère. Pourtant, à court terme, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui changent. Et très souvent, ceux qui gagnent littéralement, ce n'est pas ceux qui construisent l'infrastructure, c'est ceux qui sont on the top. Vous pensez que pendant la bulle Internet, est-ce que c'est ceux qui avaient construit à peu près les réseaux ici de fibre optique qui ont gagné le plus d'argent? Non. C'est qui? C'est le Amazon. Ce sont les Amazon. Ce sont les compagnies comme Alphabet qui sont devenues, qui ont dominé ce segment-là, qui ont gagné beaucoup d'argent.
OK? Ou bien les compagnies de logiciels. Aujourd'hui, avec l'infrastructure IA, qui va gagner? Hmm? Est-ce que ce sera le modèle d'infrastructure, donc data center, machin truc, fournisseur d'équipement, ou bien ceux qui vont avoir tendance à l'utiliser à fournir des services on the top, donc les compagnies de logiciels. Je le répète encore une fois ici. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie à ne pas vous intéresser des logiciels. Si vous avez un dédain profond sur les compagnies de logiciels aujourd'hui parce que l'IA va nous tuer, vous êtes en train de regarder. En fait, vous êtes en train de faire une erreur monumentale. Intéressez-vous aux logiciels. Intéressez-vous aux logiciels qui sont surtout assis sur une base de données propriétaire. Je dis ça, je ne dis rien. OK? Parce que je ne sais pas si vous aurez encore une opportunité pareille. Bref, Alphabet maintenant, on regarde chiffre d'affaires, etc. Blablabla. Quand on regarde le CAPEX, vous voyez que le CAPEX par rapport au revenu, il est en croissance. 26%, mais Google n'a jamais eu un CAPEX à ces niveaux-là. À un moment donné, on va avoir tendance à redescendre. Donc, quand vous regardez la dépréciation amortissement, qui est généralement qu'on caractérise ici comme étant le CAPEX de maintenance, Google devrait dépenser au minimum 23 milliards par an pour juste maintenir les actifs. Or, quand on a un capital expenditure qui ressemble à peu près à ceci, vous constatez ici qu'on a à peu près un capital de croissance, un capex de croissance de près de plus de 80 milliards par là. Et ça pourrait continuer à augmenter parce que le capital expenditure ici, capital expenditure attendu sur les années à venir, en média N+3, certains parlent de près de 245 milliards. Et ça ne fait qu'augmenter. OK? Ça ne fait qu'augmenter. Donc, est-ce que quand ce capex-là augmente, c'est juste pour construire des éléphants blancs? Non. La demande en termes de compute est très élevée. Extrêmement élevée. Au point où, malgré au point où le management vous dit littéralement que si on avait eu plus de capacité, on aurait gagné plus d'argent. Et quand on est limité par la capacité, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes PDG d'Alphabet aujourd'hui, vous faites quoi? Vous prenez tous les moyens nécessaires ici pour investir le plus possible, très rapidement. Peut-être qu'également, on n'a pas levé la dette parce qu'on s'attendait à ce qu'on ait des taux d'intérêt plus bas, quoique Alphabet a un bon historique de crédit ici, donc il peut vraiment s'endetter à des taux moins élevés que la moyenne. Donc, à quoi il faudrait voir à peu près quels sont les taux d'intérêt qu'ils ont ici au niveau ici de leurs différentes dettes. Parce que vous allez, bien sûr que quand vous allez lire sur Alphabet, vous allez regarder à peu près le volume de dette nette. Mais vous constatez quoi ici quand on regarde la dette nette? Quand est-ce qu'on a commencé à parler d'IA? Allez-y, regardez la période. Et regardez à partir de cette période-là, comment est-ce que le cash a commencé à fondre comme neige au soleil. Alphabet a toujours été comme cash flow dette a toujours été a toujours eu plus de cash que de dette. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de la dette. Hein. Prenez le total de la dette ici, ils ont près de 95 milliards de dettes ici. Je n'ai pas parlé de dette nette. Et vous voyez littéralement ici, à partir de cette période, on a une accélération globale. Donc ça veut dire que Alphabet est prêt à mettre le maximum, le paquet pour augmenter ses capacités de compute. Parce qu'en fait, les data centers, vous commencez à être rentables quand vous atteignez une certaine masse critique. OK? Donc, Alphabet ne se laisse pas faire. Pour moi, en tant qu'actionnaire, c'est une bonne décision. Moi, ça ne me dérange pas. S'ils peuvent m'encore émettre des actions, ça ne me dérangerait pas plus que ça. De toutes les façons, la culture d'entreprise ici est plutôt au niveau du rachat d'actions. Ça montre également que le management, ils ont un target price par rapport au prix. Et je pense que le prix correspond à peu près à ce que moi, j'ai également en tête. En dessous des $400, c'est intéressant. Bon, quand on cote à peu près à 360, 370 par là, le prix commence juste à être OK. Ce n'est pas surévalué, mais on anticipe déjà une croissance. On a déjà anticipé ici la croissance de 2028. Or, ça ne va peut-être pas bien se passer ou bien il pourra avoir des retards. On ne sait jamais. La croissance n'est jamais certaine. OK? C'est une question de probabilité. Maintenant, du point de vue évaluation, ce genre d'entreprise-là, en plus, la dilution n'est de moins de 2% par là. OK? Donc, il y a rien, disons 2%. Donc, combien de fois les bénéfices de management pèsent vraiment pour le marché pèse vraiment pour ce genre d'entreprise? Alphabet, ça sera aux alentours de 25 fois les bénéfices, 20-25 fois les bénéfices. On peut également prendre le price to operating cash flow. Je prendrai le price to operating cash flow en date d'aujourd'hui et vous pouvez constater que Alphabet, c'est un business qui se négocie généralement aux alentours de 18 fois les cash flows opérationnels. Mais moi, je mettrai 15 fois les cash flows opérationnels.
C'est toujours mon chiffre magique ici. Je mets mon 15 fois les cash flows opérationnels. Techniquement, bim, badaboum. Ça donne quoi ici? Ça nous donne un prix aux alentours en prenant en considération une certaine croissance, celle de 2028 ici. Comme on peut la voir ici, la croissance par rapport au cash flow de 2028, les analystes sont optimistes de manière globale, mais par rapport à il y a 12 mois, ils sont encore plus optimistes. OK? Sur tous les niveaux. Il y a un an par rapport au full year, l'année en cours, l'année prochaine et l'année surprochaine. Donc, que des bonnes nouvelles. Donc, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. En date d'aujourd'hui, je mettrai 15 fois les cash flows opérationnels sur ce business. Ça donne à peu près, et ça pourrait se payer à bien plus que ça, hein. 18 fois les cash flows, c'est comme vous, mais je ne prends pas plus de cash flow. Okay? Ça fait 391. 391, comme je suis gentil, j'enlève toujours la dette. Enfin, on a du cash net ici, vu que je sais qu'on va avoir tendance à l'utiliser ici. Donc, ça fait 391 $, ça sera mon target price. Donc, quand je vais dans ma watchlist qui est ici, je cherche à peu près la compagnie qu'on appelle Alphabet pour mettre à jour mon price target. Et quand je dis mon price target, ça veut tout simplement dire ici que Alphabet, c'est une entreprise qui m'intéresse en dessous de ce prix-là. Point à la ligne. Je détiens du Alphabet et énormément d'actions Alphabet ici. Et donc, dites-vous que, comme je l'ai tantôt mentionné au début, et c'est la troisième fois que je le répète, je peux avoir un raisonnement extrêmement biaisé. Donc, faites vous-même vos propres devoirs. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de mentionner, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas forcément tort. Le plus important, c'est que ce soit en adéquation avec vos hypothèses, mais pas des hypothèses de surface. Faites un travail de fond un tout petit peu. OK? Donc, la logique derrière l'augmentation de capital n'est pas... Voilà, c'est pour moi, elle est totalement... L'augmentation de capital est totalement justifiée parce que le prix actuel est juste... Enfin, on va se dire ici que ce n'est pas une opportunité extraordinaire au prix actuel, donc il est complètement justifié d'arrêter de faire le rachat d'actions. OK? Je cherche Google ici, Géo, où est-ce que j'ai ça? Voilà. Non, c'est Alphabet plutôt. J'appelle toujours Google, je ne sais pas pourquoi. Alphabet. Voilà, l'un des plus beaux business au monde, jusqu'à aujourd'hui. Alors, Alphabet, où est-ce que j'ai ça? Alphabet, voilà, ici. Notre dernier target price était à peu près à 306. Je vais mettre 391. La dernière fois qu'on a fait une mise à jour, c'était au mois de septembre 2025. Et donc, aujourd'hui, je la renouvelle. Et donc, on constate toujours qu'au prix actuel, Alphabet, c'est pas mauvais. Mais ce n'est pas non plus l'opportunité qu'on avait il y a quelques mois. Mais n'empêche que pour quelqu'un qui a une vision long terme, c'est pas fou. Ça ne serait pas fou de commencer à accumuler au prix actuel. Ça serait une question de pondération dans le portefeuille. Mais attendez voir ce que les CAPEX augmentent. Maintenant, on se pose la question de savoir est-ce que ça sera rentable? Regardez maintenant le ROIC. Le ROIC. Attention. Le ROIC. Premier élément. Mais surtout, regardez l'évolution du ROIC en période de déficience. Donc, quand on va réduire les dépenses limitées uniquement à la maintenance et commencer à privilégier l'augmentation des prix pour que les marges puissent changer. Parce que si aujourd'hui l'entreprise est engagée dans une guerre des prix, et ça c'est mon avis, d'accord? C'est mon avis, ok? On n'aura pas les marges, les marges qu'on aura dans le bilan ne seront pas des marges optimales. Ok? Bref. Comme j'ai tantôt mentionné, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je continue à détenir massivement du Alphabet. Et pour moi, c'est toujours matin, midi, soir. Je dors très, très bien la nuit. Et surtout, ne faites pas comme moi, lisez vos rapports financiers. Et écoutez vos conférences calls. Comme je le rappelais ici en début de vidéo, nous avons atteint nos paliers de 10% concernant ici notre projet. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à atteindre ce palier-là. Et je vous encourage également, tous ceux qui pensent nous rejoindre, à le faire le plus rapidement possible. Plus vite on atteint l'objectif, mieux c'est pour nous. D'accord? Donc, toutes les informations sont en description de la vidéo. La bibliothèque est essentiellement financée par... Le projet est essentiellement financé par les prompts, que ce soit les prompts de base, que ce soit les prompts premium ici. Vous recevez quelque chose en date d'aujourd'hui, ainsi que quand ce projet-là sera mené, quand il sera exécuté à bien. OK? Bon, très souvent ici, après le bouclage ici du projet, je pense qu'on va se donner à peu près aux alentours de 6 mois afin de commencer à voir les premiers éléments ici. Donc, peut-être même moins que ça, de manière générale, parce qu'il faut faire appel au prestataire. Bref, j'ai tout expliqué dans la vidéo de présentation ici. Le son n'est peut-être pas carré ici, mais voilà, vous avez tout ça en description de la vidéo. Si vous avez des questions, vous avez également le groupe School, où j'ai partagé également énormément d'informations, surtout énormément de documents sur ce type de thématique-là, afin que vous puissiez vous faire vous-même vos propres avis. Je ne donne pas mon avis par rapport à quoi que ce soit, ça se limite ici aux vidéos. Je vous partage juste de l'information et vous faites ce que vous voulez avec. OK?
Bref, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir pour moi. Alphabet est très bien positionné pour réussir dans le futur. Et il faut exactement ce qu'il faut faire dans ce genre de situation-là. Merci, au revoir.